Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici à Ballard pour ce point presse. Nous sommes très heureux d'accueillir l'amiral Boitvezy, qui est le préfet maritime de la Méditerranée. C'est un honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui ici à Ballard. Il va nous présenter le prochain déploiement du groupe aéronaval dans le cadre de la mission Clémenceau 2022. Je lui céderai respectueusement la parole dans quelques minutes. Je vais commencer par quelques points d'actualité du ministère des Armées. Tout d'abord, vous annoncez la livraison des premiers Jaguars au bénéfice de l'armée de terre. Vous connaissez l'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar, qui est un engin de 25 tonnes, doté de 6 roues motrices, et qui va remplacer un certain nombre de véhicules de l'armée de terre, véhicules vieillissants, les Saguet, les VAB Hot et les AMX 10 RC. Les 20 premiers Jaguars ont été réceptionnés par la DGA et sont transférés à l'armée de terre. C'est un engin qui est fortement protégé, qui est fortement armé. Vous voyez un canon de 40 mm, un tourello avec une mitrailleuse de 12,7 mm, qui embarque à son bord un équipage de 3 personnes, un chef d'engin, un pilote et un tireur. Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir plus avant le Jaguar la semaine prochaine, dans le cadre d'un point presse délocalisé à Canjuers, qui est le camp de base du 1er régiment de chasseurs d'Afrique, régiment dont le rôle au sein de l'armée de terre est d'assurer la réception des matériels roulants, des matériels blindés, ça a été le cas pour le Griffon, et d'assurer la formation de nos soldats qui ensuite opéreront ces véhicules. Typiquement pour le Jaguar, ce sont des formations de 6 semaines pour le chef d'engin et des formations de 3 semaines pour le pilote et le tireur. Donc sur ce camp de 35 000 hectares qui est situé sur les hauts plateaux du nord varois, eh bien, nous vous accueillons la semaine prochaine. C'est un déplacement organisé par l'armée de terre et je remercie ici le colonel de Laprelle qui a la haute main sur l'organisation de ce point presse délocalisé et qui vous accueillera avec nous dans des conditions qui sont excellentes. Donc je vous invite à vous inscrire pour la semaine prochaine à Canjuers. Deuxième information, toujours pour l'armée de terre, la création d'une nouvelle école au sein de l'armée de terre, qui est l'école militaire préparatoire technique. C'est une école qui est basée à Bourges, au sein des écoles militaires de Bourges, et qui a été créée en début d'année par un décret ministériel, et qui est sous la responsabilité du commandant de la formation de l'armée de terre et du directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Alors, l'objectif de cette école, c'est de former de futurs sous-officiers qui seront spécialisés dans 2 domaines. Tout d'abord, la maintenance des équipements terrestres, roulants, dont j'ai parlé juste avant notamment. Donc ça peut être du Griffon, ça peut être du Serval, ça peut être du Jaguar, et également des systèmes d'information et de communication. L'objectif est d'accueillir des jeunes de 16 à 20 ans. Le cycle de formation y comprend le passage d'un bac, un bac professionnel ou un bac technologique, à l'issue duquel, si le bac est obtenu par ces jeunes, un contrat de 9 ans en tant que sous-officier leur sera proposé. Et dans ce contrat de 9 ans, il y aura un passage initial par l'École nationale des sous-officiers d'active de Saint-Mexan, un passage de 4 mois avant de rejoindre un régiment. En termes de volume de recrutement, ce seront en 2024 130 jeunes qui sortiront de l'école militaire préparatoire technique. Et à terme, à l'horizon 2030, ce seront 250 diplômés par an qui sortiront de cette école. Une école dont l'armée de terre a besoin parce que les matériels qui sont opérés par nos soldats sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques. Et donc, il y a une nécessité de former nos militaires de l'armée de terre en interne à la maintenance de ces équipements. Troisième point d'actualité, un rappel, la participation en ce moment même du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban dans le cadre des recherches et de l'enquête sur l'affaire dite Delphine Jubilard, du nom de cette infirmière disparue depuis 13 mois dans le Tarn. Au sein de ce régiment de l'armée de terre, il y a une section qui s'appelle fouille opérationnelle spécialisée, qui est justement spécialisée dans la recherche d'indices dans des milieux complexes. Ils sont dotés notamment de détecteurs de métaux, de géoradars, de kits pour relever des empreintes. Et cette section est donc particulièrement adaptée et pertinente pour prêter main forte à la section de recherche de Toulouse dans le cadre de cette enquête. C'est une réquisition de l'autorité judiciaire. Voilà, récemment, cette section, fouille opérationnelle spécialisée, avait également participé aux recherches liées à l'affaire Fourniret dans les Ardennes. Voilà. Quatrième point d'actualité, sur le plan des équipements maintenant, la livraison à la Marine nationale en début d'année de la 10e nacelle de ravitaillement de nouvelle génération.
Alors, ces nacelles, on les voit ici, elles servent à un premier avion Rafale à ravitailler un deuxième avion Rafale. Et donc, on peut, avec ce dispositif de nacelle, s'affranchir d'un avion ravitailleur dédié. C'est donc très important pour allonger la durée ou la distance des raids aériens, et c'est aussi important en termes de liberté d'action, typiquement pour le porte-avions ou pour le groupe aéronaval. On va en parler dans quelques instants. Alors techniquement, cette nacelle par rapport à la génération précédente, elle permet des ravitaillements plus rapides parce que le débit a été augmenté. Précédemment, c'était 600 litres par minute. Avec cette nouvelle nacelle, ce sera 1000 litres par minute. Donc on va plus vite pour délivrer du pétrole, donc les ravitaillements peuvent durer moins longtemps, donc c'est plus de temps disponible pour mener des missions opérationnelles. Il y a aussi tout un tas de capteurs qui ont été intégrés au sein de cette nacelle pour la maintenance, pour des autotests, pour savoir précisément d'où vient la panne, et donc on escompte un taux de disponibilité de ces nacelles rehaussé par rapport à la génération précédente. Et enfin, dernier avantage technique de ces nacelles de nouvelle génération, c'est une meilleure résistance aux chocs liés aux appontages. Les appontages sollicitent mécaniquement toute la structure de l'avion et de ses équipements. Et bien, avec ces nacelles de nouvelle génération, les avions pourront se poser sur le porte-avions avec une vitesse verticale, c'est un tout petit peu technique, désolé, mais une vitesse verticale plus élevée que précédemment. Là où précédemment, le pilote ne pouvait pas se poser avec une vitesse supérieure à 5 mètres par seconde verticalement, eh bien, avec cette nouvelle nacelle, ça sera plus de 6 mètres par seconde. Donc, dit autrement, avec cette nacelle, nouvelle génération, ce n'est plus le facteur limitant pour poser un avion sur le pont du Charles de Gaulle. Donc, 16 unités au total, ça je ne vous l'ai pas dit, donc 10 avec celle qui vient d'être livrée, et donc 6 autres qui vont arriver au cours de l'année 2022. Et donc l'objectif, c'était qu'avant le déploiement du GAN, les Rafales marines soient dotés de 10 nacelles de ce type, et donc la mission est accomplie au plan de l'équipement. Oui, je vous en prie. Question un peu technique, pardon, est-ce qu'un jour ces Rafales pourront ravitailler l'E2D qui, comme vous le savez, a une perche par rapport à l'actuel E2C? Et je crois qu'on a commandé il n'y a pas très longtemps des E2D qui seront bientôt livrés. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Merci. Je n'ai pas la réponse à cette question, Monsieur Tanguy, mais on va se renseigner, Aude, si on peut faire un retour d'ici la fin de la semaine à Monsieur Tanguy sur ce point précis. Autre point d'actualité, dans un domaine connexe, là aussi la livraison à la Marine nationale du 15e pod Talios. Alors, le pod Talios, c'est une nacelle qu'on voit ici sur la photo, donc à gauche du train, sous elle. C'est une nacelle optronique multifonction. Concrètement, ce dispositif, je le fais très court, c'est une super caméra qui permet de détecter des cibles, de les identifier et de faire de la désignation d'objectifs pour les armements. On a en gros une capacité d'observation avec cette nacelle Talios 50% supérieure par rapport à la version précédente. Pour vous donner une image qui n'est pas classifiée mais qui permet d'un peu mieux comprendre, un Rafale en vol en altitude en train de manœuvrer, il peut distinguer à plusieurs kilomètres une silhouette humaine et discriminer entre un civil et un combattant. Voilà. Et ça, ce n'était pas forcément possible avec les nacelles précédentes. Donc là aussi, un équipement absolument indispensable pour notre capacité d'appréciation en matière de renseignement et donc derrière notre capacité d'action. C'est un équipement majeur du standard F3R du Rafale, donc qui est déployé sur nos avions depuis 2019 et qui perdurera avec le standard F4. Alors, dernier point, équipement, la livraison à la Marine nationale du 6e Atlantique 2, modernisé au standard 6. Donc les Atlantique 2, ce sont ces avions de la Marine nationale qui ont des missions multiples, des missions de sauvegarde maritime, des missions de lutte sous les mers, des missions de guerre électronique, des missions de renseignement. La rénovation de ce type d'appareil inclut la rénovation de consoles de visualisation, d'une part, de systèmes de mission, d'autre part, et de capteurs, enfin. Donc, notamment le radar Searchmaster de Thales est maintenant installé à bord de 6 avions Atlantique 2. Voilà, pour ceux qui ont vu le Chant du Loup, je crois qu'on voit, Eric, sous ton contrôle, des avions de ce type dans le film. Voilà, donc cet avion, il a été réceptionné par la DGA en fin d'année dernière. Il a été livré immédiatement à la Marine qui l'a affecté à la base aéronautique navale de Lanbiwi. Un dernier point d'actualité, c'était une annonce du président de la République en 2021, la création d'un service, enfin d'une antenne du service militaire volontaire à Marseille, dans le cadre des annonces qu'avait fait le président sur Marseille.
Donc concrètement, Madame Darrieussecq s'est rendue cette semaine sur place pour constater le bon avancement de l'implantation de ce centre. Donc là, c'était des stagiaires qui étaient soit à Ambérieu, soit à Brétigny-sur-Orge et qui venaient passer une semaine de préparation à Marseille pour leur futur stage qu'ils réaliseront à Marseille. En parallèle de ça, il y a des travaux d'infrastructure en ce moment à Marseille pour être capable, de manière pérenne derrière, d'accueillir des jeunes à Marseille. L'objectif, c'est 100 personnes à recruter cette année, 50 au mois de mars, 50 au mois de novembre. Je rappelle que le service militaire volontaire accueille des jeunes de 18 à 25 ans qui clairement sont en difficulté sociale et ont des difficultés d'insertion dans l'emploi. Donc le SMV, c'est un des volets de l'action sociale des armées au profit des Français. Voilà, nous avons déjà formé plus de 6000 volontaires via ce dispositif SMV. Et en termes de recrutement, nous avons augmenté de 25% dans la période récente et nous passons de 1200 à 1500 volontaires d'ici 2022 par an. Voilà, j'en ai terminé pour ma part pour les points d'actualité. Y aurait-il, avant de passer à l'agenda, des questions sur ces points d'actualité ou sur d'autres ? Bonjour à tous, Christophe Vignon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Sur les nacelles de ravitaillement, je voulais juste avoir une petite précision. Ces nacelles, en fait, sont maintenant fournies par la même entreprise qu'auparavant ou Ces nacelles, elles sont fournies par Safran. Précédemment, c'était Zodiac, et suite au rachat de Zodiac par Safran, c'est maintenant Safran qui est le titulaire de ce contrat. D'accord. Alors, je peux vous donner le nom de la filiale précise de Safran, si ce détail vous intéresse. D'accord, d'accord. Et donc, c'est un contrat qui porte sur combien de... Sur plusieurs années, non ? C'est un contrat qui a été notifié en 2011. C'est un contrat de 52 millions d'euros. Et donc, je vous ai donné les échéanciers de livraison, je crois, dans mon propos. Je vous redonne ça tout de suite. Donc, on en a livré 10. On en a livré 6 depuis 2021 pour être précis, et au total, ce sera 16 unités. Voilà, donc il reste 6 dernières unités à livrer en 2022 pour atteindre la cible de 17. Voilà. Et aujourd'hui, il y en a 10 au sein de la marine. Merci à vous. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Sauce ? Oui, bonjour, Patrick Sauce de BFM TV. C'est 2 questions de suivi d'actualité. On sait que le cabinet de la ministre nous avait, il y a quelques semaines, annoncé avoir lancé des premières sommations contre le général Bertrand de la Chênaie, qui continue et a continué depuis à occuper et à faire valoir son titre en occupant une position politique. Savoir s'il y a toujours des sommations en cours ou si vous êtes passé à quelque chose de plus haut. Et puis une question corollaire, parce qu'on sait que des équipes d'autres candidats qu'Éric Zemmour veulent elles aussi aller sur le terrain dans le cadre de visites de campagne. Après ce qui s'est passé à Abidjan, comment vous appréhendez tout ça ? Très bien, merci pour vos questions, Monsieur Sauce. Alors, sur le premier point, concernant le général en deuxième section, Bertrand Witt de la Chênaie, ce que le ministère des Armées a fait, c'est adresser un courrier au général en deuxième section, Bertrand de la Chênaie. Le sens de notre message, il est très clair, c'est que pour un militaire, les opinions sont libres, mais elles doivent être exprimées avec la réserve qui est exigée par l'État militaire. Et ce que je dis là, c'est le code de la défense, donc c'est la loi. Et donc, dans le contexte d'une campagne électorale, dans la position qui est la sienne, c'est-à-dire un directeur de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle, nous considérons que cette discrétion et cette réserve qui sont attachées au statut militaire sont mises en question. Donc, dans ce courrier, nous considérons qu'il revient au général de la Chênaie de mettre en cohérence son statut avec son engagement politique. Et c'est-à-dire qu'il demande lui-même à être placé à la retraite. Donc nous avons bon espoir qu'il clarifie sa situation dans la période à venir. On considère que c'est important pour l'image des armées, et c'est important pour l'image de neutralité de nos militaires. À ma connaissance, il n'a pas répondu. Ça a été envoyé début janvier.
après, je reprendrai la deuxième question de M. Sauce. Ouais, moi j'ai une question justement connexe de celle de Patrick, précisément sur l'expression des militaires. Je passe un petit peu de temps sur Twitter et on voit que quand même beaucoup de gens réservistes ou d'actifs ne se cachent pas de l'être et expriment des opinions parfois un peu vivaces, parfois même un peu méchantes envers le chef des armées, qui est, enfin sauf erreur, leur général en chef, après le SEMA évidemment. Comment au ministère des Armées cette situation est-elle appréciée? Est-ce qu'il y a un service qui est peut-être chargé au ministère des Armées de pas de traquer, mais peut-être de trouver des situations qui sont un peu saturantes. Parce que, outre bon, les opinions parfois un peu tranchées sur la politique du président de la République, il y a aussi des positions sur ce que devraient être les OPEX. Enfin, il y a des gens qui voudraient être SEMA à la place du SEMA. Donc, est-ce que c'est normal au ministère des Armées ou est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un au ministère des Armées qui s'en étonne? Merci. La ligne du ministère des Armées est celle que j'ai rappelée. Exigence de discrétion, exigence de réserve, exigence de neutralité. Ces exigences, elles s'appliquent à tout le monde, à tous, du général au militaire du rang. L'exemple doit bien sûr venir de la tête de l'institution, et c'est pour ça que nous accordons une attention particulière au cas d'un général en deuxième section qui a une visibilité médiatique et qui a exercé des responsabilités éminentes au sein du ministère des Armées. Voilà. Je n'ai pas, à mon niveau, connaissance d'une cellule qui serait dédiée au fait de traquer des profils de militaires ou de réservistes qui auraient des expressions politiques sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas conforme ni à l'esprit ni à la lettre du statut militaire. Monsieur Sauce. Mais aussi des visites de candidats. On pense évidemment à Éric Zemmour à Abidjan, qui avait fait savoir qu'il était là-bas via des photos. Et est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a d'autres équipes de candidats qui comptent bien aller voir les armées, vous avez l'intention d'appréhender ça d'une autre façon, enfin en clair, d'ouvrir un peu le parapluie? Alors, merci, c'est un sujet important. Nous, on a souhaité clarifier les choses. D'abord, ce que je voudrais dire sur cette question, c'est que le ministère des Armées, il est là pour la protection des Français. Et donc, c'est tout à fait légitime que des candidats à la présidence de la République, qui sont par ailleurs des personnalités politiques, quand elles le sont, puissent visiter des emprises du ministère des Armées pour mieux s'acculturer aux questions de défense. Bon, voilà, on considère tout à fait légitime, républicain, qu'il y ait une connaissance des questions de défense par les candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est le point 1. Néanmoins, le point 2, pour des raisons à la fois de sécurité opérationnelle et, c'est très important, de neutralité des armées, ces visites, elles ne peuvent pas se faire dans n'importe quelles conditions. Donc, nous avons élaboré une charte de bonne conduite que nous adressons aux candidats à l'élection présidentielle qui souhaiteraient visiter une emprise du ministère des Armées pour préciser les modalités selon lesquelles ils peuvent accéder à ces emprises. Les modalités, elles sont très claires. L'état d'esprit, c'est celui que je vous ai indiqué tout à l'heure. Réserve, discrétion, sobriété. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est la présence de médias lors de cette visite, qu'il s'agisse de journalistes en bonne et due forme, qu'il s'agisse d'influenceurs, qu'il s'agisse de blogueurs. Donc la présence de médias n'est pas permise pendant les déplacements de candidats à l'élection présidentielle. Et nous proscrivons la prise et la diffusion de photos, de vidéos, de sons. Voilà. Et dernier point, les allocutions des impétrants sont interdites pendant les visites sur une emprise du ministère des Armées. Donc, pour être extrêmement clair, il est, dans le cadre de cette charte que nous avons élaborée, possible, loisible à un candidat à l'élection présidentielle de faire savoir qu'il a visité une emprise du ministère des Armées, mais pas plus. Pas de photos, pas de vidéos, pas de ramdam sur les réseaux sociaux, de la discrétion, de la sobriété. C'est ça l'état d'esprit de l'institution, et l'objectif, c'est de préserver les armées de toute instrumentalisation politique. Juste pour aller vraiment très concrètement, est-ce que un ou une candidate pourrait aller soit devant la caserne ou soit devant la préfecture maritime à Toulon, devant, vraiment sur la voie publique, faire un petit son pour Twitter en disant voilà, j'ai visité, je sais pas, le Charles de Gaulle, je suis allé voir tel sous-marin, tatati tatata. Vous voyez, c'est pour avoir un cas très concret, parce que je les vois très bien, les candidats, faire ceci. La voie publique, c'est la voie publique. Voilà, je crois que j'ai été clair. Monsieur le porte-parole, on a 2 questions en audio. Oui.
La première de Monsieur Vavasseur. Bonjour Monsieur Grandjean, Vavasseur Naval News. Quels sont les moyens Alpaci déployés pour les actions de disaster relief aux îles Tonga? La ministre australienne Marise Payne aujourd'hui mentionne des efforts coordonnés australiens, néo-zélandais, français et fidjiens. Le colonel Yanni vous précise tout cela maintenant, Monsieur Vavasseur. Oui, bonjour. Donc, actuellement, c'est à l'étude. Alors déjà, c'est à l'étude, c'est-à-dire que on a présenté aux autorités de Tonga des différentes possibilités. C'est à l'étude avec nos camarades britanniques. C'est aussi à l'étude avec les Australiens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un dispositif en alerte à partir des forces armées de Nouvelle-Calédonie, les FANC, et on est en capacité de projeter du matériel qui serait mis à disposition notamment par le Quai d'Orsay, mais aussi par la Croix-Rouge locale, que ce soit par voie aérienne ou par voie maritime, puisqu'on a sur place un BSAOM qui est prêt à partir en mission vers Tonga. Voilà. Donc on est prêt à partir et je pense que ça ne va pas tarder à bouger. Peut-être juste compléter en disant que le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été activé sur ce point. Oui, nous avons une question cette fois-ci de Monsieur Cabirol. Oui, bonjour Monsieur Grandjean, Michel Cabirol. J'avais une question sur le bilan export du Rafale. Dassault Aviation a annoncé dans son communiqué début janvier qu'il avait vendu 37 Rafales à l'export. Alors j'ai bien noté qu'il y avait 30 Rafales pour l'Égypte, 6 pour la Grèce. Mais je vois pas d'où vient ce dernier Rafale exporté, le 37e. Peut-être que vous avez une idée, vous. Moi, je n'en ai pas. Enfin, j'en ai une, mais après, c'est des supputations. Je ne sais pas, on va creuser. Il faut aussi poser la question à Dassault. Est-ce qu'il ne s'agit pas de l'avion qui avait été perdu par les forces armées égyptiennes et pour lesquelles ils avaient fait un complément? Donc, auquel cas, ça ne serait pas 30 pour l'Égypte, mais 31. C'est à vérifier. C'est ce que je pense, mais Dassault ne veut pas répondre. Ok, on regarde ça avec la DGA et pareil que pour M. Tanguy, on vous fait une réponse d'ici demain, M. Cabirol. Merci beaucoup. Mais encore une fois, c'est les comptes de Dassault, c'est pas les bilans export du ministère des Armées, donc voilà, on vous dira ce qu'on est en mesure de vous dire avec les informations dont on dispose. Très bien. Merci. Merci, M. Cabirol. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe rapidement à l'agenda des ministres. Pour vous signaler que demain, Mme Darrieussecq prononcera ses vœux au ministère des Armées en ligne à partir de 11h. Concernant Mme Parly, les vœux sont tout à l'heure en fin d'après-midi. Certains d'entre vous doivent être accrédités. Les autres peuvent le suivre sur les réseaux sociaux du ministère des Armées. La semaine prochaine, l'agenda de Mme Parly est le suivant. Le mardi 25 janvier, elle assistera aux questions d'actualité au gouvernement. Le mercredi 26 janvier, elle participera au Conseil restreint de défense et au Conseil des ministres. Le jeudi 27 janvier, elle aura une réunion interne, mais je la signale parce que c'est en amont d'annonces, y compris publiques, sur lesquelles on sera amené à revenir. C'est une réunion sur la stratégie pour les fonds marins. Voilà, donc une réunion entre l'état-major des armées, la direction générale de l'armement, les services de renseignement, la ministre des Armées, pour aligner ce qui sera dans quelques semaines la stratégie française du ministère des Armées en matière de fonds marins. Voilà, et le lendemain, le vendredi 28 janvier, elle se rendra à la Fabrique Défense, événement dont j'ai déjà parlé, à la Villette, pour 3 jours. Ça réunit le monde de la défense, à la fois les armées, directions et services du ministère, à la fois des think tanks, des universités, des associations, des entreprises. L'objectif, c'est développer une culture stratégique européenne commune chez les jeunes de 15 à 30 ans. On aura à peu près 130 stands autour de thématiques telles que le cyber, la dissuasion nucléaire, l'énergie, le climat, l'innovation, le milieu aérospatial, etc., etc. 36 tables rondes, 30 parcours professionnels présentés, des jeux de rôle, des casques de réalité virtuelle, des démonstrations de drones, des simulateurs de vol de l'armée de l'air et de l'espace. Donc voilà, de quoi s'amuser pour les jeunes et les moins jeunes. C'est ouvert à tous le week-end du 28 au 30 janvier 2022. Voilà pour l'agenda de la ministre des Armées. On va maintenant passer au focus thématique de ce point presse qui concerne le déploiement du groupe aéronaval pour la mission Clémenceau 2022. Je vais dans quelques instants passer la parole très respectueusement à l'amiral Boisdevesy. Juste vous dire en introduction qu'il s'agit du 14e déploiement du GAN depuis l'admission au service actif du Charles de Gaulle en 2001, et nous sommes donc 2 décennies après l'opération Héraclès, qui était la première opération du Charles de Gaulle en océan Indien. Chacun s'en souvient.
Le déploiement dont nous parlons va se passer sur le flanc sud de l'Union européenne, en mer Méditerranée, dont l'importance est fondamentale pour notre pays. On va y revenir. Vous rappelez que le porte-avions et le fait d'opérer le porte-avions, c'est la confirmation que nos armées sont capables de mener des activités dans le haut du spectre. Personne n'en doutait, mais nous le réaffirmons avec vigueur. C'est un symbole évidemment de puissance politique et militaire de premier plan, et donc on envoie avec ce déploiement du porte-avions un signal fort à la fois à nos partenaires et à la fois à nos compétiteurs. Et par ailleurs, la détention d'un porte-avions avec la dissuasion nucléaire, c'est un des attributs qui permet à la France de tenir son rang militaire, son rang de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, je rappelle par ailleurs que le porte-avions dispose lui-même d'une force aéronavale nucléaire à bord du porte-avions, et c'est une des composantes de la dissuasion nucléaire française. Le porte-avions, c'est aussi un fédérateur de coopération internationale. L'amiral y reviendra, mais de nombreux exercices et de nombreux PASSEX seront opérés avec des marines alliées dans les mois qui viennent. Nous aurons également une implication du porte-avions dans le cadre de coalitions internationales, et en l'espèce l'opération Inherent Resolve, donc contre le djihadisme au Levant, avec son pendant national qui est, son versant national qui est le dispositif Chamal, de soutien des forces irakiennes engagées au sol pour détruire les capacités militaires de Daesh. Par ailleurs, le porte-avions et son groupe aéronaval sont certifiés OTAN, on dit NRF, NATO Response Force, et donc à la fois le porte-avions et l'état-major qui dirige le groupe aéronaval sont un atout phare de l'Alliance Atlantique, et c'est un déterminant important du poids de la France à l'OTAN. Au plan européen, l'amiral va y revenir, nous aurons des escorteurs européens aux côtés du porte-avions. Et donc, cette capacité du porte-avions à attirer à lui des unités alliées et à travailler l'interopérabilité entre marines européennes. C'est particulièrement important, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, même si ce n'est pas spécifique à ce qu'on fait cette année. Voilà. Ensuite, sur la Méditerranée, l'amiral va détailler tout ça, mais évidemment, une zone où il y a des rapports de force entre puissances régionales, et la découverte récente de gisements gaziers n'y est pas pour rien. Les ambitions de puissance plus globales dans la région, je ne les cite pas, mais je pense que vous voyez celles auxquelles je fais référence, et puis des conflits plutôt plus locaux, le conflit israélo-palestinien, des tensions entre l'Algérie et le Maroc, qui font que c'est une zone de forte densité géostratégique. Il y a aussi de nombreux flux en Méditerranée, des flux licites, 25% du trafic mondial passe par la Méditerranée, et des flux illicites, que ce soit des problèmes migratoires ou des problèmes de stupéfiants. Et tout cela, ça a un impact sur la sécurité de la France et de notre continent. Et tout ça, ça se passe à quelques heures d'avion de chez nous ou à quelques jours de mer. Donc, le fait d'y être présent avec le groupe aéronaval, c'est nécessaire pour défendre nos intérêts économiques, nos intérêts souverains, nos intérêts sécuritaires, et c'est important pour réaffirmer notre attachement à la liberté de circulation aérienne, maritime, et au respect du droit international. Voilà, je vais maintenant céder la parole à l'amiral Boisdebevy, qui est d'abord préfet maritime pour la Méditerranée, également commandant en chef de la zone maritime Méditerranée, et qui, pour l'opération Clémenceau 22, sera le contrôleur opérationnel du groupe aéronaval. Amiral. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour cette introduction sur laquelle je vais pouvoir rebondir. Je vais essayer de ne pas être trop long, de façon à vous permettre plutôt après de rebondir éventuellement sur quelques questions. Donc, comme l'a rappelé le porte-parole, donc je suis le vice-amiral d'escadre Gilles Boisdebevy, commandant de la zone maritime Méditerranée, et à ce titre, sous les ordres du CEMA, au niveau stratégique, j'assure le commandement opératif des moyens déployés en Méditerranée, et donc de la mission Clémenceau 22 qui va se déployer sur mon théâtre en Méditerranée, en gros de début février à début avril. Donc très rapidement, et pour rebondir sur les mots d'introduction, on va vous faire un... Donc si je peux avoir la diapo suivante. On va passer voilà. Peut-être le film, amiral. Oui, d'accord, ok. Donc on va commencer par vous passer un petit film, puis ensuite on attaquera les présentations.
Donc voilà, après être rentré directement dans le cœur du sujet avec cette présentation du porte-avions, on va reprendre un peu de hauteur pour revenir sur le théâtre Méditerranée. Donc théâtre Méditerranée, je pense que je ne vais pas vous apprendre énormément de choses, mais je voulais rebondir justement sur ce qui a été dit en introduction par Hervé Grandjean. Effectivement, la mer Méditerranée, c'est une petite mer, c'est moins de 1% de la surface des océans, donc rien à voir avec l'immensité de l'Indo-Pacifique. Mais en fait, à la fois compte tenu du trafic maritime, des activités maritimes, mais également de la proximité du territoire national, c'est une zone qui est bien évidemment très importante pour notre sécurité. Alors, quelques chiffres qui ont commencé à être évoqués. C'est 25% du trafic maritime mondial qui passe par la Méditerranée, 30% du transport pétrolier maritime mondial qui passe en Méditerranée, et ça représente 65% des flux énergétiques des pays de l'Union européenne. Par ailleurs, comme vous le savez, Marseille est également un hub important pour les câbles. Aujourd'hui, on est à peu près au 7e rang mondial et on est en train de monter avec les projets de câbles en cours au 5e rang mondial. Donc là aussi, dans ces espaces communs qui comprennent non seulement le trafic maritime, mais également les flux d'informations avec les câbles. Et on a évoqué tout à l'heure la stratégie ministérielle concernant les fonds marins que la ministre va prochainement valider. Ça fait partie des sujets importants pour notre sécurité. Sur le plan énergétique, outre bien sûr les flux maritimes, il y a également, et ça a été évoqué par Hervé Grandjean tout à l'heure, les ressources pétrolières, gazières en Méditerranée, et qui sont génératrices bien sûr de tensions, que ce soit au Proche-Orient ou dans les approches autour de Chypre, la Turquie et en mer Noire. Enfin, donc, on va passer donc à la slide numéro 2 pour continuer sur la Méditerranée. Donc ça a été évoqué rapidement tout à l'heure. Vous avez en Méditerranée effectivement beaucoup de risques ou de menaces. On a parlé d'un certain nombre de conflits qui existent et que vous connaissez. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la mer Noire qui nous intéresse particulièrement avec les tensions russo-ukrainiennes. Mais c'est également les Balkans occidentaux. Et vous suivez les problèmes récents autour de la Bosnie. Et donc, c'est une zone également qui est au cœur de l'Europe et sur laquelle, comme vous le verrez tout à l'heure, le groupe aéronaval, la mission Clemenceau 22, y apportera une contribution. C'est également, et le porte-parole l'a évoqué, les problèmes de trafic. Donc il y a les trafics d'êtres humains, les trafics de drogue, les trafics d'armes. Tous ces trafics, ils se regroupent. Pour prendre qu'un seul exemple sur le théâtre libyen, on sait bien que certaines milices qui participent à certains trafics font aussi bien du trafic d'armes, et notamment vers le sud, vers le Sahel, mais également du trafic de drogue et également du trafic de migrants vers l'Europe. Donc on voit bien que quand on traite ces trafics, on a bien des croisements entre les différents acteurs. Et bien évidemment, tout ça se fait aussi en lien étroit avec les magistrats, parce que derrière, ces réseaux criminels existent au niveau mondial et il faut les adresser également par des procédures judiciaires. Et à ce titre, je dois souligner la bonne entraide judiciaire qui existe entre les différents acteurs européens, notamment entre l'Italie et la France. Également, comme vous le savez, sur ce théâtre, et c'est les petits symboles que vous avez, la menace djihadiste qui existe au sud et à l'est. Et enfin, on voit sur cette photo un certain nombre d'acteurs militaires qui sont présents dans la zone. C'est bien sûr les opérations de l'Union européenne, que ce soit Frontex ou une opération maritime de la PSDC Irini, mais c'est également l'opération Altea dans les Balkans, dont on reparlera tout à l'heure, les missions de l'OTAN, notamment Forward Présence en mer Noire, et également Sea Guardian dans le reste de la Méditerranée. Et puis, c'est l'ensemble des marines, avec une augmentation significative du tonnage d'un certain nombre de marines sur le théâtre. On voit aujourd'hui la marine égyptienne ou la marine algérienne, qui sont des marines qui multiplient quasiment par 3 leur tonnage sur les 10 ans qui viennent, la marine turque, la marine italienne également, qui ont des augmentations de tonnage significatives de plus de 50%. Diapo suivante. Et c'est donc sur ce théâtre que va se déployer Clemenceau 22, la Task Force 473 que je vais vous présenter juste après. Vous avez ici les différents drapeaux des pays qui participent à l'opération, que ce soit en termes de moyens ou en termes de personnel qui seront intégrés dans l'état-major à bord du Charles de Gaulle. Commandé donc Task Force 473 et son état-major et ses bâtiments qui seront commandés par l'amiral Christophe Cluzel, qui est FR Marfort.
Les missions que va remplir Clémenceau 22, donc vous en avez 5 qui ont été identifiées, qui sont sur la partie droite du slide, et qui bien évidemment se déroulent simultanément. Ce n'est pas des missions successives. On conduit bien simultanément ces différentes opérations. Donc d'abord, et ça a été rappelé par Hervé Grandjean tout à l'heure, lutte contre le terrorisme avec la participation à l'opération Chamal. Et donc dans ce cadre-là, donc c'est le cadre plus vaste de l'opération Inherent Resolve. Comme vous le savez, en Syrie et Irak, Daesh, bien qu'ayant été défait militairement au niveau territorial, est toujours actif en tant qu'organisation terroriste. Et donc, notamment dans le cadre du soutien que nous apportons à l'Irak, il est important de contribuer à maintenir la pression sur les organisations terroristes dans les zones, notamment en recueillant du renseignement. Et c'est bien une des missions des avions qui opéreront dans le cadre d'Inherent Resolve. Cette opération Chamal montre aussi que même si le porte-avions est déployé en zone Méditerranée, son action ira bien au-delà de la Méditerranée puisqu'elle couvrira aussi la zone Proche et Moyen-Orient. Ensuite, c'est bien évidemment par le déploiement d'un nombre significatif de moyens, qu'ils soient sous-marins, navires ou aériens. Ça renforce significativement pendant ce déploiement l'appréciation autonome de situation sur l'ensemble de la zone, et là encore aussi bien en Méditerranée, en mer Noire que dans la zone Proche et Moyen-Orient. Durant ce déploiement, c'est bien évidemment l'affirmation de la liberté de circulation. C'est bien parce qu'on se déploie avec des moyens, qu'on vole, qu'on navigue, que l'on peut garantir la capacité de nos moyens militaires à opérer dans toutes les zones où ils peuvent être amenés à conduire des opérations. Enfin, appuyer l'effort de défense européen, ça a été rappelé, c'est bien sûr un contexte un peu particulier avec la présidence française de l'Union européenne, mais même indépendamment de cette période de présidence française de l'Union européenne, la contribution du groupe aéronaval à renforcer l'esprit de défense européen et à promouvoir l'interopérabilité entre notre moyens est important. Et à chaque déploiement du groupe aéronaval, et j'y reviendrai tout à l'heure, on agrège un certain nombre de moyens de nos partenaires européens et ça permet de faire progresser nos capacités à travailler ensemble entre pays européens. Et bien sûr, ce travail en commun, cette interopérabilité dépasse largement le cadre européen. Elle concerne aussi des alliances comme l'OTAN, puisqu'un certain nombre d'activités seront conduites dans le cadre de l'OTAN et s'inscrivent dans le cadre des mesures de réassurance de l'OTAN. Et enfin, un certain nombre de partenariats, puisque, comme vous allez le voir par la suite, au cours de ce déploiement, on aura un certain nombre d'interactions avec des partenaires du bassin méditerranéen, mais j'y reviendrai. Donc, slide suivant. Voilà, présentation de ce qu'est le groupe aéronaval du Clémenceau 2022, je commence par les moyens français, donc les moyens aériens du groupe aérien embarqué, une vingtaine de Rafales, 2 Hawkei, un certain nombre d'hélicoptères embarqués sur différentes unités, et puis bien sûr des concours d'Atlantique 2 qui viendront de métropole et qui seront éventuellement déployés sur des terrains de soutien dans la zone. Au niveau des bâtiments de surface, donc outre le porte-avions, une frégate de défense aérienne, le Forbin, une frégate multimission à vocation essentiellement ASM et missiles de croisière, donc la Normandie, une FREMM de défense aérienne, l'Alsace, donc c'est la première mission opérationnelle depuis son admission au service actif, et enfin pour le soutien bâtiment de ravitaillement et des sous-marins qui contribueront aussi à ce déploiement pour la partie française. Donc ce que je tiens à souligner, c'est une capacité donc qui est multidomaine, puisqu'on a à la fois des capacités au-dessus de la mer, des capacités navales et puis des capacités sous la mer, donc on occupe les 3 dimensions. Et puis également, dans la continuité de ce qu'on a fait pendant Polaris, également des activités multidomaines, multichamps, puisqu'il va, bien sûr, toutes les dimensions, influence, cyber, etc., sont partie prenante des différents domaines d'action et de lutte. C'est également un déploiement avec des moyens modernes. Ça a été d'ailleurs appelé avec, dans le point du porte-parole tout à l'heure, vous avez vu un certain nombre de nouvelles capacités qui venaient équiper les aéronefs français. Donc c'est aujourd'hui un déploiement avec des Rafales qui sont toutes au standard F3R. C'est l'arrivée, comme je l'ai évoqué, de la FREMM DA. Et donc aujourd'hui, avec le désarmement des anciens destroyers, frégates qu'on avait, de la génération Cassard-Jean-Bart ou frégates type Georges Legge, on a aujourd'hui des bâtiments qui sont tous en gros du XXIe siècle, voire des 10 derniers mis au service dans ces 10 dernières années. Et enfin, pour parler des partenaires étrangers avec qui nous allons travailler de façon quasiment permanente pendant la mission, nous aurons une frégate américaine, le Ross, qui va nous accompagner pendant la totalité de la mission, une frégate espagnole qui sera là pendant le début de la mission, des moyens grecs, à la fois surface et sous-marins, qui également seront présents pendant la plus grande partie de la mission, et puis enfin un H-90 belge,
Cette année, la marine belge n'avait pas la capacité de mettre, comme ça a été quelquefois le cas par le passé, une frégate, mais ils ont tenu à participer avec un hélicoptère. Et ça rentre aussi dans le cadre des coopérations qu'on a avec la Belgique, en moyenne de soutien mutuel à l'aviation embarquée. Donc la diapo suivante. Donc le porte-avions, comme je l'ai évoqué précédemment, donc, va participer à l'opération Chamal, Inherent Resolve, comme il a fait au cours de la plupart des déploiements précédents. Vous avez un petit rappel sur le slide. C'est une capacité donc d'action et ça montre aussi la diversité d'actions que l'on peut avoir. On peut, au cours de la mission précédente, en 2021, les missions aériennes dans le cadre d'Inherent Resolve Chamal avaient été conduites aussi bien depuis la Méditerranée que depuis la mer Rouge ou le Golfe. Et cette année, les missions seront conduites uniquement depuis la Méditerranée, mais sur un théâtre similaire aux opérations précédentes. Et bien sûr, cela se fait en complémentarité avec les moyens de l'armée de l'air qui opèrent aussi bien depuis la Jordanie que plus ponctuellement depuis les Émirats. Et bien sûr, comme je l'ai dit, aussi en étroite coordination, à la fois donc avec l'ensemble des membres de la coalition, puisqu'on est dans le cadre d'Inherent Resolve, mais bien sûr aussi du partenaire irakien. Diapo suivante. Donc, j'en arrive à la dernière planche que je voulais vous présenter pour évoquer, comme ça a été dit, effectivement, l'ensemble, et puis ça va me permettre de vous présenter un peu la physionomie générale de ce déploiement. Donc, pour rappeler, vous avez sur la gauche donc l'ensemble des pays participants, que ce soit dans l'état-major ou en termes de moyens. Après l'appareillage de Toulon, donc, le groupe va faire route vers la Méditerranée centrale. Donc, ça sera l'occasion d'une première interaction avec l'Italie, qui est un de nos principaux, qui est pour moi mon principal partenaire en Méditerranée. Donc, il y aura une interaction qui est prévue avec le groupe du porte-aéronef, porte-avions Cavour, qui lui aussi est récent et commence à recevoir ses F-35. Donc ça permettra des interactions très utiles en termes d'interopérabilité avec le groupe aéronaval français. Ensuite, on va continuer à se déployer en Méditerranée centrale et on devrait retrouver le Truman, donc le porte-avions américain que les Américains ont décidé de maintenir compte tenu de la situation actuelle sur le front oriental, donc en Méditerranée. Donc il y aura des interactions avec les Américains qui s'inscrivent donc à la fois dans du bilatéral et aussi dans un cadre temps, et sans doute auxquels participeront également pour une partie les Italiens. Donc on fera sans doute aussi ce qu'on appelle du Tri-Carrier Group avec le Cavour et le Truman. Ensuite, donc, on ira vers la Méditerranée orientale pour conduire donc les activités liées à l'opération Chamal. Bien évidemment, pendant ce déploiement, comme je l'ai évoqué précédemment, pendant ce déploiement Chamal, on continue à faire de l'occupation de l'espace, à faire du renseignement, à faire de l'appréciation de situation et à conduire un certain nombre d'actions de partenariat. Donc, bien sûr, le partenariat avec la Grèce, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et dans la continuité de l'ensemble des actions qu'on conduit habituellement avec la Grèce lorsqu'on travaille avec le groupe aéronaval. Donc, ça concerne aussi bien la marine que l'armée de l'air grecque. Bien sûr, on utilise également comme base de soutien la base de la Sud, qui est une base importante pour notre soutien. Et également, on s'appuie sur la base de Chypre, pays avec lequel on conduit de la coopération. Et on aura un certain nombre d'activités de coopération également, dont l'exercice Ramsès avec l'Égypte, aussi bien au niveau naval qu'avec son armée de l'air. Durant ce déploiement, on aura également certains moyens du groupe, que ce soit aérien ou naval, qui se rendront en mer Noire. Et donc, ça permettra de faire des coopérations avec notamment la Roumanie, qui est un partenaire très important pour nous en mer Noire. Et j'étais d'ailleurs mi-décembre en Roumanie à l'occasion de l'Auvergne à Constanța pour renforcer le partenariat qu'on a aujourd'hui. C'est vrai pour la marine, mais c'est également vrai pour les autres armées avec la Roumanie. Et enfin, sur le chemin du retour, le porte-avions fera une incursion en Adriatique. Et ça rejoint la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure des Balkans occidentaux, qui sont une priorité pour la sécurité européenne. Et donc, il y aura des interactions avec les partenaires de la zone, tant italiens que croates, et des activités aériennes au profit de EUFOR Althea, donc l'opération de l'Union européenne, qui est dans les Balkans. Voilà, cela termine quasiment mon intervention. Je voudrais juste, en guise de conclusion, rappeler, avec cette très belle photo d'un groupe aéronaval, les caractéristiques de ce qu'est un groupe aéronaval. Ce qui caractérise un groupe aéronaval, c'est, comme je l'ai évoqué, c'est sa polyvalence, sa capacité à opérer dans tous les milieux, sa mobilité, puisque un porte-avions avec ses escorteurs est capable de parcourir à peu près 1000 km par jour. Donc, en fonction... au-delà du déploiement qui est aujourd'hui prévu, bien sûr, en fonction de toute sollicitation du président de la République, chef des armées, le porte-avions a la capacité de basculer assez rapidement sur un autre théâtre ou sur une autre mission. Et enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant
des capacités de soutien. On a, avec nos moyens de ravitaillement et avec les points d'appui de nos partenaires dont on dispose dans la région, on a l'endurance à la mer qui permet de durer. Et enfin, pour finir, la modernité que j'ai évoquée de ce groupe aéronaval qui continue à se moderniser, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le porte-parole, et qui permet d'avoir une force efficace et prête pour la haute intensité. Voilà, cela clôt mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci infiniment, Amiral. Monsieur Tanguy en salle. Oui, bonjour Amiral, Jean-Marc Tanguy, notamment pour le marin. J'ai 4 questions très brèves, donc réponse très courte sans doute. Est-ce que le Suffren pourrait faire partie de ce groupe aéronaval? Parce qu'évidemment, c'est une belle tentation que de l'intégrer à cette formation. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de dissuasion, de FANU. Vu le contexte international un tout petit peu lourd que nous connaissons dans la zone où évoluera le porte-avions, est-ce qu'on pourrait imaginer que le porte-avions parte avec des armes nucléaires? Si vous pouvez le dire, évidemment. Troisième question, je n'ai pas entendu le nombre de Rafales que vous mettrez sur le pont du porte-avions. Et enfin, dernière question, en tant que contrôleur opérationnel, quelle est votre perception, votre vision des embarquements de médias à bord? Puisqu'évidemment, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Merci. Alors, je vais repartir en sens inverse de vos questions, ce sera plus simple. Concernant les médias, alors bien sûr, donc, ce que je voulais évoquer, c'est en fait, vous n'avez pas posé la question, mais bien évidemment, en toile de fond, on a la problématique Covid et notamment avec le variant Omicron aujourd'hui. Ce qui est pour nous, comme d'ailleurs c'est le cas au niveau de la société française, c'est pas une inquiétude majeure parce qu'heureusement le variant Omicron est bien moins dangereux que les variants précédents et d'autre part on a aujourd'hui une population qui est vaccinée et de plus une population jeune. Donc c'est même s'il n'y a pas d'inquiétude particulière sur la question du Covid. Néanmoins, on veut préserver au maximum la bulle Covid-free du groupe aéronaval pendant son déploiement. Et donc, en première partie de déploiement, on va éviter au maximum les mouvements de visiteurs. C'est vrai pour les autorités. Il y a un certain nombre de VIP, etc., qui souhaitaient embarquer. Au début, on a dû leur dire non. Et donc, on va limiter les KLE, les embarquements de visiteurs, dont les journalistes, dans la première moitié du déploiement. En revanche, dans la deuxième partie du déploiement, là, justement, on ouvrira davantage aussi bien le KLE pour les visites d'autorité que, effectivement, les embarquements de journalistes et EMA et le CIRPAMER seront à votre disposition pour organiser ces embarquements. Voilà, ça c'était la question pour les embarquements. La question sur la FANU, j'y répondrai pas parce que, comme vous le savez, tout ce qui concerne en fait la mise en œuvre de la dissuasion n'est pas commenté. Donc, on ne fait pas de commentaires. Comme l'a rappelé le porte-parole, on a la capacité, mais on ne fait jamais de commentaires sur le fait qu'on a ou pas des armes nucléaires à bord pendant un déploiement. Et vous allez me rappeler les 2 autres questions parce que comme j'ai pas pris de notes. Nombre de Rafales, c'est une 20aine. Voilà, ça sera de l'ordre de 20 comme d'habitude. On embarque en gros, en général, entre 20 et 24 avions, donc ce sera une 20aine. Et votre première question? Le Suffren. Alors le Suffren, aujourd'hui, n'est pas encore admis au service actif, donc il ne participe pas à cette opération, notamment dans la mesure où on a d'autres sous-marins qui sont disponibles et qui sont, eux, admis au service actif pour participer. Mais bien évidemment, dès que le Suffren sera admis au service actif, il sera parfaitement intégré dans nos opérations. Oui, bonjour Amiral Pierre Alonso de Libération. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris sur la mer Noire. Vous avez parlé de coopération avec la Roumanie, mais est-ce que ça veut dire que le GAN ira en mer Noire? Ça veut dire que des moyens du GAN iront en mer Noire, donc pas le porte-avions, puisque de toute façon on ne peut pas, compte tenu de la Convention de Montreux, passer les détroits avec un porte-avions. Mais en revanche, on aura sans doute une frégate. Là encore, ça va tenir compte à la fois de l'évolution de la situation dans la zone et puis des moyens, de la planification des moyens en cours de mission. Mais à ce stade, on travaille sur la possibilité d'envoyer une frégate pour participer à l'exercice Sea Shield qu'organise la Roumanie début avril. Et puis, il y aura sans doute, comme on l'a fait l'an dernier, lorsque le porte-avions est en Méditerranée orientale, des avions du porte-avions qui font des vols sur la mer Noire, comme il y a des vols qui sont faits depuis la métropole vers la mer Noire. Exactement. Et de la même façon qu'en tant que pays non riverain de la mer Noire, on ne peut pas envoyer de sous-marins en mer Noire. Il n'y a que les pays riverains de la mer Noire qui peuvent faire franchir le Bosphore à des sous-marins. 21 jours. Et sinon, oui, un bâtiment de surface, c'est 21 jours maximum sur place, quoi. Oui, et en plus, on est limité en durée en mer Noire. Autre question en salle, et puis après, on basculera en audio.
Amiral, bonjour, Christophe Villon pour Airfan et Défense Expert. Deux petites questions pratiques. Première question, bien sûr, l'équipage du Charles de Gaulle a été vacciné depuis longtemps, sauf que, de mémoire, ils sont revenus de leur précédent fameux exercice Polaris en décembre dernier. Quels sont les protocoles qui sont mis en place lorsque, après, ils reviennent à bord avant de repartir en mission? Première question. Et deuxième question, vous pouvez un petit peu nous dire la durée un petit peu de l'exercice lorsqu'il y aura à la fois le Truman, le Charles de Gaulle et le Cavour? Merci, Amiral. Alors, pour les affaires de Covid, on est en train de travailler sur les protocoles aujourd'hui qui sont en cours de validation, donc on vous donnera les éléments plus précis ultérieurement. Sur le principe, c'est bien effectivement que tous les marins qui peuvent avoir eu leur troisième rappel ont eu leur troisième rappel, sauf les gens qui ont eu le Covid. Voilà, donc on est dans les mêmes dispositions que pour les autres publics. Et ensuite, on est en train de travailler sur effectivement quelles sont les dispositions avant appareillage, etc. Donc voilà, c'est en cours d'élaboration, donc on vous donnera des détails plus précis avant le départ du groupe. Ça, c'était la première réponse. La deuxième question, c'était sur le Truman. On est en train de travailler aujourd'hui avec les Américains et les Italiens sur... Voilà, donc j'ai pas... en gros, il y a deux choses. Il y a d'une part les activités qu'on va faire en commun, qui ont pour vocation de travailler sur l'interopérabilité de nos unités. Donc ça, c'est comme je l'ai évoqué avec les Italiens, avec les Américains. Donc ça va nous occuper sans doute de l'ordre d'une semaine quand on sera en Méditerranée centrale. Et ensuite, par contre, il y a un deuxième aspect quand on sera en Méditerranée orientale, où là, on fera plus des activités communes avec le Truman. En revanche, comme on aura 2 porte-avions qui seront en Méditerranée et dans des zones même s'ils ne sont pas colocalisés, mais qui seront dans des zones voisines, avec donc un besoin de coordination de notre activité. Donc il y aura des échanges entre à la fois mon état-major et l'état-major de C6F à Naples, mais également entre l'état-major du porte-avions et l'état-major du Truman, pour garantir en fait la déconfliction et la coordination entre les activités des 2 groupes aéronavals. Voilà, comme on le fait quand on est déployé en océan Indien, etc. Voilà. Donc ça ne sera plus de l'activité commune, mais ça sera des activités de coordination pour garantir la sécurité, notamment des vols dans cette zone. J'avais cru voir, excusez-moi, le drapeau du Canada au départ, non? Oui, parce qu'il y a, je crois qu'il y a un officier canadien qui est dans l'état-major du GAN. Voilà. C'est ce que je disais en fait dans les drapeaux. Selon les photos, vous avez, selon les diapos, il n'y a pas exactement les mêmes drapeaux parce qu'il y a les drapeaux qui correspondent aux pays qui fournissent des moyens, c'est-à-dire l'Espagne, les Américains, les Grecs et les Belges. Et puis ensuite, vous avez d'autres drapeaux qui correspondent en fait aux pays qui fournissent des officiers dans l'état-major à bord du Charles de Gaulle. Merci de ces précisions. Merci. On passe en audio, s'il y a des questions en audio pour l'amiral. Pas de questions en audio ni en visio. Super. D'accord. Dernière question en salle, sans regret. Merci infiniment, amiral, merci à tous pour ces précisions et cette annonce importante du déploiement du GAN dans les prochains jours. On passe maintenant au point sur les opérations avec le colonel Yanni. Mon colonel, c'est à vous. Donc, je vais commencer par, comme d'habitude, je vais commencer par la partie Barkhane Sahel. Donc, je vais vous faire un point des différentes opérations qui sont en cours actuellement avec nos partenaires nigériens, maliens et burkinabés. Je vais commencer par le Niger pour évoquer avec vous une opération qui est menée actuellement par le GTD3. Le GTD3, c'est une unité qui est basée à Niamey et qui a pour vocation d'accompagner au combat, de mener des activités de partenariat militaire de combat avec les forces armées nigériennes sur le sol nigérien. Donc le GTD3, qui est baptisé Salamandre, a travaillé dans le secteur de Chinagodrar, qui est le secteur, vous voyez sur la carte, qui est frontalier avec le Mali, juste en face du poste d'Ander Aboukan, qui lui est au Mali, pour faciliter l'installation à terme d'un nouveau poste militaire de reconnaissance, un PMR, par les forces armées nigériennes. Chinagodrar, je le rappelle, c'est un poste qui avait été submergé par le IGS au début de l'année 2020, et les Nigériens y avaient perdu plusieurs dizaines de soldats. Le poste avait été abandonné, et il y a donc une stratégie de réinvestissement, de réinstallation des unités dans les postes dans la zone des 3 frontières afin d'avoir un maillage territorial qui soit plus efficace.
Parallèlement, donc, on a ce GTD-3 qui a travaillé dans la région de Kishinagordar sur le sol nigérien. Et parallèlement, on avait de l'autre côté, donc dans la région d'Andera-Boukan, au Mali, le Task Group 2 franco-tchèque de Takuba qui a travaillé avec l'ULRI 6 du 9 au 14 janvier. Pareil, l'objectif, c'est de remettre des soldats maliens, enfin de permettre le retour des soldats maliens sur le poste d'Andera-Boukan. J'en viens maintenant au Mali pour vous dire qu'au cours des derniers jours de la semaine écoulée, du 15 au 18 janvier, l'ULRI 3, appuyé par le TG1 franco-estonien de la Task Force Takuba, a conduit une opération de neutralisation dans la région d'Indeliman. Pareil, un poste qui avait été submergé, là c'était en novembre 2019. Je crois que de mémoire, il y avait eu également près de 50 Maliens qui avaient été tués. Donc voilà pour la partie Indeliman. Des opérations sont actuellement en cours au profit des FAMA dans la région dans le Gourma malien, dans la région de Boulikessi, qui apparaît sur la carte, avec hier une séquence de partenariat militaire opérationnel avec la garnison de Boulikessi, la garnison malienne, qui a été menée par le GTD-2. Toujours au Mali, du 29 décembre au 18 janvier, la force Barkhane a mené une opération le long de la frontière, en combinaison avec, avec le volet réassurance du panel de ces missions. Donc, la Task Force Takuba et l'ULRI 6 dans la région d'Andera-Boukan. En parallèle, on a le GTD-1 Corrigan, qui est basé normalement à Gao, qui s'est déployé dans cette région avec des griffons pour procéder à la reconnaissance de la zone d'opération et réassurer, c'est-à-dire prendre contact avec les unités maliennes déployées dans la zone afin de vérifier la solidité des postes et de redérouler les procédures en cas de besoin. Un point sur la TF Takuba. Pour vous dire, on l'a rendu public cette semaine, que le détachement italien de 200 militaires, le détachement d'évacuation médicale a été déclaré pleinement opérationnel sur Full Operational Capability le 15 janvier 2022, ce qui permet à la Task Force Takuba de disposer d'une capacité d'évacuation médicale autonome permanente dans la partie est de sa zone d'opération, puisque précédemment c'était Barkhane qui fournissait cette capacité à partir des moyens déployés à Gao. Donc on a 3 binômes d'hélicoptères italiens, CH-47 Chinook et AH-129 Mangusta, qui sont maintenant à disposition de Takuba. Depuis son lancement, ce TG a réalisé près de 200 heures de vol et a déjà conduit 4 évacuations médicales entre Ménaka et Gao, dont certaines au profit de nos partenaires maliens. Toujours pour Barkhane, l'arrivée du détachement de militaires danois, une centaine de militaires, avec un module de soutien médical, le Damage Control Surgery module, qui permet de faire de la chirurgie de combat, de la chirurgie de l'avant, et un nouveau task group qui va être armé à Ménaka, donc un 3e task group du type de ce qu'on fait avec les Estoniens et de ce qu'on fait avec les Tchèques à Ménaka pour accompagner les Maliens. Sur le Burkina, donc ça a été rendu public lundi soir. Nous avons, au cours d'une opération conjointe menée dans le nord du Burkina avec les forces armées burkinabées, un véhicule qui a sauté sur un IED sur la piste, le long de la piste de l'aéroport de Ouaïgouya, pardon. Donc 4 blessés, 4 militaires français ont été blessés, dont un gravement. Ils sont tous arrivés en France. Les 2 derniers sont arrivés hier soir et ils sont tous à Percy pour une prise en charge médicale. Voilà pour la partie Barkhane. Je passe sur Corumbe pour vous parler de l'enseigne de vaisseau Jacobé, le patrouilleur de haute mer, qui a escorté en moins de 24 heures 2 navires se trouvant dans une zone de risque Pératrie, où le niveau de risque est estimé élevé. Donc le 15 janvier 2022, c'est l'escorte d'un navire de pêche pour le raccompagner jusqu'à proximité des eaux territoriales de Sao Tomé. Et le 16 janvier, en coordination avec la frégate danoise Esbern Snare, dont je vous ai parlé la semaine dernière dans le cadre du déploiement de présence maritime coordonnée de l'Union européenne. Donc la frégate danoise a informé le Jacobé qu'un pétrolier faisait l'objet d'approches suspectes, et donc l'enseigne de vaisseau Jacobé a escorté ce pétrolier jusqu'à une zone de sécurité.
Chamal, un mot sur les activités de la FREMM Provence, qui, après une relâche opérationnelle en Égypte, a conduit à Paris d'Alexandrie le 18 janvier pour conduire un exercice de coopération avec la corvette égyptienne Gowind Port Saïd, pour conduire une série d'entraînements, notamment scénario de lutte contre les menaces asymétriques. Et le but, c'est d'entretenir régulièrement l'interopérabilité entre les deux marines. J'y reviendrai un peu plus tard avec un autre bâtiment de la marine. Donc la FREMM Provence a maintenant repris sa mission de surveillance en Méditerranée orientale dans le canal de Syrie. Je vous rappelle que cette mission s'inscrit dans le cadre de l'opération Chamal et vise à assurer une surveillance de ce qui se passe en Syrie pour nous permettre de disposer d'une capacité d'appréciation de situation autonome. Je reste au PMO pour vous parler de la Chevalier Paul, de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, qui a été engagée au sein d'Agénor du 5 décembre au 7 janvier et qui, sur son trajet retour vers Toulon, qu'elle a atteint aujourd'hui, a conduit un certain nombre d'exercices bilatéraux. Donc elle a interagi avec une frégate saoudienne, la Maka, de classe Al-Riyad, au large des côtes saoudiennes. Le 15 janvier, elle a conduit un nouvel exercice avec la frégate égyptienne Alexandria. Et pour le Chevalier Paul, c'est le 3e exercice franco-égyptien en quelques mois, puisqu'elle en avait effectué un le 15 octobre avec la FREMM Taya Misr en Médor, et le 21 octobre avec l'Alexandria une nouvelle fois. Toujours pareil, l'objectif, c'est d'entretenir l'interopérabilité entre les différentes marines. On passe sur Atalanta. Pour vous signaler la prise de fonction du contre-amiral Slars, qui depuis le 17 janvier assure les fonctions de commandant en second de cette opération de l'Union européenne de lutte contre la piraterie, qui vise deux missions en particulier: lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden et au large des côtes de Somalie, et escorter des navires du PAM de l'ONU. Pour Atalante, cette année, on aura différentes contributions de la Marine nationale, des armées. On aura une contribution pendant la campagne Jeanne d'Arc en 2022, avec le Mistral et la FLF Courbet, mi-mars. On aura un ATL2 qui sera déployé entre fin mars et début avril, et une frégate de surveillance qui sera déployée au mois d'avril. IFP, pour évoquer 2 sujets. Le premier, c'est l'expédition militaire hivernale annuelle Outria Assault, qui a eu lieu du 13 au 15 janvier 2022. Le SGTIA Lynx a engagé une équipe. Cet exercice, en fait, c'est un raid tactique qui est organisé par les forces de défense estoniennes, qui dure 36 heures dans les forêts estoniennes, dans des conditions assez rudes, et qui vise à entraîner différents détachements des différents pays présents dans les pays baltes. Il y avait 19 équipes cette année, notamment avec des Lituaniens et des Finlandais. Et c'est un exercice qui est organisé tous les ans. Un mot sur Bold Dragoon, dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, donc qui a eu lieu les 17 et 18 janvier en Lettonie sur le camp d'Adasi, qui a engagé la totalité du SGTIA Lynx, qui visait la certification du SGTIA. C'est un exercice à double action, la partie britannique jouant la force adverse. Voilà pour ça. Méditerranée, Liban, donc plusieurs volets cette semaine pour ce qui concerne la FINUL, enfin la FCR, la Force Commander Reserve qui correspond à la contribution française au sein de la FINUL, avec d'abord une interaction avec le bataillon italien, un déploiement de familiarisation qui vise à entretenir le partenariat entre les différentes forces pour permettre de renforcer l'interopérabilité et de préparer d'éventuelles interactions opérationnelles. Le deuxième point pour la FCR, c'est la poursuite des patrouilles dans le sud Liban. Et le troisième point, c'est une activité de CIMIC avec les forces finlandaises, avec le don de différents kits santé au profit des familles de la zone dans laquelle la FCR est déployée. Un mot sur l'activité navale en Méditerranée. Vous noterez qu'on a 3 frégates qui sont présentes simultanément en Méditerranée. Alors, un mot sur la FREMM Auvergne, qui, elle, rentre de son déploiement en mer Noire, qui va rejoindre Toulon, qui poursuit sa patrouille en direction de Toulon, qui a conduit le 17 janvier une activité à dominante lutte sous la mer, au large des approches toulonnaises, et qui a accosté aujourd'hui. La FREMM Normandie,
pour qui c'est le premier déploiement en zone Méditerranée, qui a franchi le 15 janvier 2022 le détroit de Gibraltar d'ouest en est, après avoir appareillé de Brest le 12 janvier. Et la FREMM Normandie, comme ça a été évoqué, participera au déploiement du groupe aéronaval. Sur le territoire national, donc résilience, les armées poursuivent leur contribution dans la campagne de vaccination pour participer à l'effort qui a été décidé par le gouvernement. Ce sont environ 200 militaires qui, chaque jour, participent à cet effort de vaccination et qui sont déployés dans une cinquantaine de centres civils. Ça varie suivant les régions. Et on est à près de 100 000 injections depuis la fin du mois de décembre. Au Fazoï, pour vous signaler la mission de la frégate de surveillance Nivose, donc qui est basée à La Réunion, qui est partie en patrouille dans les TAF avec un détachement du 2e RPIMA qui conduira une mission, notamment une mission de présence sur l'archipel de Kerguelen. Un mot enfin sur les activités de préparation opérationnelle interarmées, pour vous faire un point sur la mission Chikra, dont on vous a déjà parlé également. Qui s'est déployé à Djibouti, dans le cadre de l'exercice CAMSIN qui a eu lieu le 11 janvier 2022, qui a engagé 300 aviateurs, 9 avions de chasse déployés depuis la métropole, 4 Rafale, 3 Mirage 2000D, 2 Mirage 2005, 1 A330 et 4 Mirage 2000-5 des FFDJ, avec différents scénarios. Dans le cadre de l'exercice Chikra, à ce jour, c'est près de 100 sorties et 120 heures de vol qui ont été conduites. Un dernier mot sur l'exercice Highland de combat interarmé de haute intensité qui a lieu à Angers du 24 janvier au 4 février, qui implique le poste de commandement de la 9e brigade d'infanterie de marine et qui correspond en fait à un exercice de préparation de combat interarmé de haute intensité dans une hypothèse d'engagement majeur avant la prise d'alerte de cet état-major dans le cadre de l'échelon national d'urgence. Voilà, ceci termine le point de situation. Les questions pour le colonel Yanni. Monsieur Tanguy. Oui, bonjour. J'ai 4 questions pour vous. La première, c'est sur Lynx. Est-ce qu'il serait possible de revoir la slide sur les moyens, parce qu'elle est passée vraiment très très vite? Édouard. Je vous donne les 3 questions suivantes, le temps qu'on y arrive. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les forces françaises qui sont actuellement en astreinte au profit de l'OTAN, que ce soit les forces de l'armée de l'air ou de l'armée de terre? Parce que ça ne vous a pas échappé, l'Est de l'Europe est dans une situation assez compliquée. Et donc, on pourrait penser qu'en cas d'événement grave, ces forces françaises seraient mobilisées au titre de l'OTAN. Question suivante sur les Suédois. Sur mes petites tablettes, ils devaient partir en février. C'est la slide d'avant, s'il vous plaît. Salut, on voit les moyens. Ça, c'est l'exercice. Voilà, merci. Voilà, merci. Donc, quand est-ce que les Suédois partent? Moi, j'ai compris que c'était en février, sauf erreur. Et qu'est-ce qu'on envoie en Roumanie, puisque le président roumain a communiqué aujourd'hui sur l'envoi de moyens militaires français. Voilà. Et on n'a pas eu de communication en France sur l'envoi de ces moyens. Est-ce que vous avez des précisions? Merci. Alors, sur la partie OTAN, la France est nation cadre de la VJTF, donc qui est l'élément d'alerte de l'OTAN dans le cadre de la NRF. La VJTF, c'est à peu près 8000 hommes. La France va contribuer essentiellement à travers une composante terrestre qui sera commandée par le PC, le CRRFR PC HRF qui est à Lille, une composante aérienne dont le PC est à Lyon, et on engage l'équivalent, l'équivalent d'une brigade est mis en alerte avec ce qu'on appelle le Spare Aid Battalion, qui est une unité spécifique, ce qu'on appelait avant les régiments blindés de corps d'armée, une unité de reconnaissance, c'est le 3e hussard qui l'arme, qui lui est en alerte 48 heures. Le reste de la VJTF est en alerte à 5 jours. Pour la partie des Suédois, effectivement, ils vont quitter entre mi-février et début mars. Le colonel qui commande Takuba, le colonel suédois qui commande Takuba, transférera le commandement à un colonel français au début du mois de mars. Et pour ce qui concerne la Roumanie, des études sont en cours, des options seront proposées et les arbitrages seront rendus. Autre question en audio? Oui, mon colonel, en audio, nous avons une question d'Anne Bauer que je vais me permettre de poser puisqu'elle l'a écrite. Une question sur l'avion allemand interdit de survol au Mali. Confirmez-vous ces faits et qu'allons-nous faire?
Bonjour Madame Bauer. Alors, je confirme les faits parce que je l'ai lu comme vous dans les différentes dépêches et je pense que c'est vrai puisque la partie allemande l'a reconnu. Pour nous, ça n'a pas de conséquences. Je pense que je note également qu'il y a une dépêche AFP qui vient de tomber qui indique que la MINUSMA reprend ses vols. Donc, je pense que nous sommes dans le cadre d'un calage un peu général sur toutes ces affaires de survol du territoire malien et qu'il s'agit peut-être d'un incident qui sera résolu dans quelques heures, dans quelques jours. En tout cas, pour nous, pour la partie française, il n'y a aucune question quant à la liberté de circulation et la liberté de manœuvre de nos avions et de nos activités aériennes au-dessus du territoire malien. Et désormais, une question de Madame Benoît, à qui nous donnons la parole. Bonjour colonel. Bonjour. J'avais également la même question sur l'Allemagne, mais vous venez d'y répondre. Petite question complémentaire sur Takuba. Est-ce que Takuba prévoit toujours de transférer son QG à Gao et à quelle échéance? Merci. Oui, Takuba prévoit toujours de transférer son QG à Gao et l'échéance, c'est plutôt été 2022. Donc c'est plus tard que prévu? Non, on était toujours sur juin-juillet, à peu près. Ok, merci. Pas d'autres questions en ligne. Alors, Monsieur Tanguy. Oui, dans mes souvenirs, il y avait des travaux assez importants qui avaient été consentis à Ménaka pour installer un QG précisément. Pourquoi le relocaliser à Gao désormais? Et sinon, j'ai une question pour la DGA. Le Premier ministre, M. Castex, s'est rendu samedi à Toulon. Il a vu un projet d'aménagement des quais qui se fera sur une base qui est actuellement occupée par la DGA. Je voulais savoir quand est-ce que la DGA va libérer cet espace. Merci. Je réponds sur Takuba, puis je te laisse répondre sur la DGA. Donc sur Takuba, il n'y a pas eu de travaux spécifiques sur l'installation d'un gros PC à Ménaka. À Ménaka, on a fait des travaux, nous avons effectué des travaux d'infrastructure assez importants pour accueillir les capacités LICO et pour accueillir les différents détachements qui se sont déployés et qui sont arrivés. Et des travaux sont toujours en cours. Et je laisse la DGA répondre à la question sur la DGA. Rebonjour. Une question sur Takuba et le commandement de Takuba qui repasse à la France. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou est-ce que c'est un choix par défaut parce qu'aucune autre nation participante n'était candidate pour prendre le commandement? Alors, premier point, la Suède avait pris le commandement pour 4 mois, donc elle arrive au bout de son mandat. Et deuxième point, il n'y a pas eu de difficulté, on n'a pas eu de problème en termes de commandement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nation volontaire. Et assez naturellement, on a repris le commandement, sachant que Takuba, je vous rappelle, est rattaché à Barkhane, que Barkhane est commandé par un général français. Donc c'est pas surprenant qu'un Français reprenne le manche de Takuba. Et peut-être qu'après le Français, il y aura une autre nation. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous et à la semaine prochaine à Cangeers pour ceux qui nous suivront. Merci. À Cangeers. Bientôt. Au revoir.